Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 4. Aujourd'hui, on va parler avec Bianca Letour, qui est une parent qu'on a fait un webinaire avec l'année passée sur le SEPD ou le PDA en anglais. Et c'est un profil de l'autisme. Et puis, ce webinaire a été notre plus écouté et plus téléchargé webinaire de tous les webinaires qu'on avait fait. Et puis, on a entendu des parents que c'était vraiment un sujet qu'ils voulaient plus d'informations selon ça. Et puis, moi, comme parent d'un enfant SEPD, je trouve que le plus d'informations qu'on peut avoir, le mieux. Alors, je suis vraiment ravie d'avoir Bianca ici avec moi aujourd'hui pour parler un petit peu plus de son expérience et puis, oui, de ses connaissances selon le SEPD. Alors, bienvenue Bianca. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. En fait, Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui es-tu et que fais-tu? oui, donc en fait, je suis une maman de deux enfants neurodivergents. Je suis neurodivergente moi-même. Ma plus jeune est l'enfant qui présente un profil SEPD ou PDA. On le su assez tôt. Très jeune, ma plus jeune présentait des caractéristiques atypiques assez marquées. Elle avait 2 ans lorsqu'elle a reçu son diagnostic d'autisme. Puis à ce moment-là, le docteur qui l'a évalué m'a dit, est-ce que tu es familière avec le PDA? Je n'étais pas du tout familière avec ce profil-là. Donc à ce moment-là, je me suis mis à faire diverses recherches, partagées avec plusieurs spécialistes, plusieurs autres parents, que c'était leur réalité finalement. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance de le savoir quand mon enfant était assez jeune, puis d'adapter les stratégies euh, de façon appropriée pour mon enfant. Par contre, ça n'enlève pas les difficultés. Mon enfant a eu une réévaluation de l'autisme quand elle avait 5 ans, où le diagnostic a été reconfirmé avec le profil de ce qu'on appelle Extreme PDA. J'ai un enfant qui a beaucoup de misère fonctionnelle. Euh, donc, c'est très difficile pour l'enfant, pour la vie familiale. Donc, ça me portait à pousser mes recherches beaucoup plus loin, me renseigner, puis vouloir faire un petit peu de travail de sensibilisation, autant auprès des spécialistes que des soutiens aux autres parents. Euh, bon, c'est pour éviter, il y a toujours un contexte de blâme parental, beaucoup. Mhm. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on enlève ce contexte-là autour de ce profil-là. Absolument, oui. Euh, Ton expérience, c'est un peu différent que le mien. Pour moi, mon fils plus âgé que ma fille, PDA, il a été diagnostiqué avec l'autisme à 2 ans. Et puis, alors quand ma fille est née, était petite, était assez petite, je savais qu'elle était autiste aussi, mais je pensais comme, oh, je sais comment être parent pour un enfant autiste. Oui. Et puis, alors, je sais quoi faire, on va tout faire Mhm. ça parfaitement. Et puis, on a reçu elle a été diagnostiquée l'autisme à l'âge de 4 ans, mais pas de mention de PDA, rien comme ça. Et puis, je me disais comme, c'est quoi que je fais de mal? Parce que les choses que j'avais lues, j'avais fait ma recherche, j'avais parlé avec l'orthophoniste, l'ergothérapeute, tous les personnes pour mon fils. Et puis, je pensais que je sais quoi faire, mais c'était vraiment, je pouvais rien faire pour ma fille. Et puis, je pensais comme je suis la maman la pire du monde parce que je peux pas lui aider. Et puis, ça fait beaucoup de difficultés. Alors, c'était vraiment juste trouver en ligne, les groupes de parents qui disent c'est comme ça, mon expérience aussi. Et puis, ça ne devrait pas être comme ça. Alors, je suis contente que pour toi, tu as eu comme
tu savais assez Mhm. jeune, mais pour beaucoup de parents, c'est pas cette expérience du tout. Oui, et puis, je sais pas comment changer ça. Ben, c'est très difficile, hein, parce que avoir un enfant, c'est vraiment un handicap du système nerveux, hein, puis ça arrive comme un tsunami dans notre vie, là. C'est comme si on prend tout ce qu'on savait, on doit le mettre au poubelle. Mhm. Toutes les constructions sociales, tout ce qu'on pense savoir, tout ce que les autres perçoivent. Mhm. C'est comme s'il n'y a plus rien de bon, plus rien de valide, puis on se remet en question énormément. Oui, Très difficile, puis ça vient ébranler nos valeurs les plus profondes aussi. oui. Puis il y a tout le contexte de radical acceptance autour de Mhm. ça, parce que on ne peut pas la changer. Non. Tu sais, c'est un handicap, là, en fait, c'est une situation d'handicap. C'est comme si j'étais fâchée après un enfant en chaise roulante parce qu'il ne peut pas marcher. Oui. Même si je me fâche, même si je dis, écoute, marche, 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 il ne va pas marcher. Ben, c'est la même chose avec mon enfant. Il y a des trucs qu'elle ne peut pas faire. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Puis c'est d'accepter tout ce contexte-là, cette dynamique-là, parce que quand on la regarde, elle est physiquement capable. Oui. Donc ça, c'est très, très, très difficile, ce lâcher-prise-là, et c'est très difficile pour tout l'entourage. C'est très, très, très solitaire comme expérience vivre Oui. avec un enfant qui a une situation d'handicap, là, comme le PDA, là. Oui, absolument. Et je sais comme dans ma famille, mes parents, ils comprennent assez bien, mais comme quand on va voir mes tantes ou les autres personnes dans la famille, ils pensent, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a ces crises de colère pour rien? Mais c'est pas pour rien pour C'est pas elle. pour rien. Et C'est pas puis, pour rien. oui, c'est ça. Et puis, être capable de comprendre ça comme parent et d'être fort pour nos enfants, pour dire que non, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute non plus. Euh, et c'est un handicap, exactement comme tu as dit. Euh, et puis, je pense que on doit avoir plus de reconnaissance de ça parce que euh, le, c'est vraiment, c'est exactement, c'est isolant comme parent de penser comme mon enfant ne peut pas faire les choses que les autres enfants peuvent faire et puis les gens ne savent pas pourquoi et puis ils jugent beaucoup que c'est c'est la faute de l'enfant ou la faute du parent. Ouais. Oui, puis moi, je trouve ça très, très, très dangereux, tout ce contexte de blâme parental-là, parce que je vois beaucoup de familles qui ne vont pas chercher de l'aide et qui n'osent pas demander de l'aide par peur. OK, on a peur de se faire blâmer en tant que parent. On a peur de se faire enlever notre enfant. Euh, donc, tout ce contexte-là de blâme parental doit changer face à l'autisme en général, Mhm. particulièrement au PDA, qui a une présentation souvent plus explosive. Mhm. Euh, Parce que, tu sais, il ne faut pas s'isoler là-dedans. Oui. Tu sais, puis, il faut savoir reconnaître nos limites personnelles aussi. Moi, j'ai souvent mis mon enfant en urgence psychiatrique parce qu'après un meltdown qui dure des heures, des heures, des heures, je veux m'assurer que mon enfant n'a pas une douleur qu'elle ne peut pas nommer parce qu'elle n'est plus disponible. Mais moi aussi, je dois souffler. Tu sais, Mhm. donc, faire tout ce processus-là crée des traumas chez le parent, chez l'enfant, Oui. parce que quand tu es reçu par les professionnels, ben, tu es très mal reçu, en fait. Tu es reçu sans support, sans soutien et seulement avec du blanc. Donc, je trouve ça vraiment dangereux comment que les spécialistes réagissent euh, face à toutes ces neurodivergences-là. Puis, tu sais, j'englobe pas juste le TDA, là, j'englobe tout. Ça peut être le TDAH, l'autisme. Il y a une mauvaise conception de qu'est-ce que c'est. Il est vraiment temps que les choses changent.
Absolument, oui. Euh, est-ce que, est-ce que tu trouves que les gens autour de toi comprennent un petit peu ou comme les professionnels, les éducatrices, éducateurs, est-ce qu'ils comprennent ou est-ce que c'est encore beaucoup de travail pour toi de avoquer pour... L'éducation, oui. Ben, c'est sûr qu'il faut s'entourer d'une équipe euh, qui comprend, Mm. puis on a le droit de choisir notre équipe aussi, hein. Tu sais, Mhm. c'est pas parce que tu as besoin d'aide que tu es obligé d'accepter la personne qu'on te donne puis d'être Ouais. misérable. Mhm. OK? Euh, Tu sais, j'ai appris, on a le droit de se plaindre, on a le droit de contester, on a le droit de pas être d'accord. On est les premiers spécialistes de notre enfant. Mm. Puis, tu sais, moi, je me connais en tant que parent. Je connais notre dynamique familiale, nos valeurs familiales. Euh, Puis aujourd'hui, je me laisse le droit de, si je travaille avec un spécialiste, ça ne fonctionne pas, de dire, écoute, ça fonctionnera pas là, entre nous, là, la relation. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de spécialistes qui comprennent, puis qui est prêt à apprendre, Mm. tu sais, qui Mhm. est prêt à se remettre en question, puis de continuer d'évoluer. Tu sais. Mm. Oui. Euh, une question un peu personnelle peut-être. Je vais dire que c'est un peu de mon expérience aussi, mais quand je lis les groupes Facebook, les groupes Oui. parentaux selon le SEPD, il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience que peut-être un parent, normalement la maman, c'est la parent qui lit tous les livres, qui apprend tout ça et puis qui essaye de enseigner aux autres et leurs partenaires peut-être aussi. C'est comme ça que notre enfant est et puis on ne peut pas lui changer. Et puis, on doit accepter complètement notre enfant. Je sais pour mon expérience, mon mari est autiste aussi. Et puis, quand il était jeune, il était puni beaucoup pour les choses qu'il faisait. Alors, pour lui, voir nos enfants faire les mêmes choses que lui, il faisait, c'est vraiment difficile. Alors, des fois, je dois lui dire, non, on ne peut pas changer ça, on va rien dire, on va juste, tu dois sortir de de la salle, quelque chose comme ça. Mhm. Je ne sais pas si c'est ton expérience aussi ou c'est quelque chose que tu vois beaucoup. Ça peut être très, très confrontant, absolument. Euh, Moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il y a plus de travail à faire sur l'adulte que sur l'enfant. Oui. Oui, ouais, donc je pense que le plus gros du travail est, il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Tu sais, il y a des trucs dans la vie qu'on ne peut pas changer. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est comme ça. Puis ça, c'est une de ces situations-là. Le diagnostic ne va pas partir. Mhm. Ça peut s'améliorer. Oui. Hein. On peut trouver des solutions, des outils, mais en tant que parent, on doit travailler sur nous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends que ce n'est pas tous les parents qui ont la patience, les ressources euh, ou l'état pas une bonne place mentalement pour chercher Mhm. là, toute la documentation et tout. Mais c'est hyper, hyper important de faire un travail sur nous. Je pense que c'est vraiment primordial. Mhm. Puis accepter. Ça, je comprends que c'est difficile, mais tout le concept d'acceptation radicale est un truc que les parents devraient travailler, je Mhm. pense, là, pour pouvoir être en paix. Parce que sinon, on va être en colère tout le temps. Oui. Puis ça, c'est pas tenable comme vie, être tout le temps en colère. Ça, c'est Oui. pas le fun, non. Ouais. Hein? Ouais. Et puis, oui, je vois beaucoup de parents qui, quand ils parlent avec leurs spécialistes, ils disent, je veux guérir mon enfant, je veux que tu fais quelque chose pour, you have to fix them, tu sais. Et puis, c'est pas possible, on doit accepter complètement, Mhm, c'est notre enfant, et puis, c'est à nous, et puis, aux autres gens de faire le monde plus confortable pour eux, pour eux. Euh,
Oui, c'est difficile. C'est c'est vraiment difficile de toujours être en combat. Je trouve que je dois m'expliquer tout le temps et puis j'aimerais pas avoir besoin de faire ça, mais euh, c'est pour nos enfants, oui. Oui, ouais, tout le temps être dans la justification, hein, Mhm. c'est un peu tannant, tu sais, mais c'est sûr, je pense que c'est important de trouver notre communauté. Oui, Souvent, c'est une communauté qui va se créer des fois en ligne, hein, beaucoup en virtuel, parce oui. que c'est souvent difficile pour nos enfants de sortir. Hein. Moi, tu sais, comme je dis, le monde extérieur est comme hostile, hein, moi, pour mon enfant. Euh, donc, tu sais, c'est de trouver des façons différentes de faire les choses. Mhm. Tu sais, puis, comme je disais tantôt, tu sais, on remet tout en question, puis en fait, cette remise en question-là n'est pas mauvaise. Ça nous permet de voir tu sais, les choses sous les angles différents, trouver une nouvelle logique, parce que souvent on fait les choses sans se questionner, parce que tout le monde fait les choses de telle façon. Oui. Puis moi, depuis que j'ai mon enfant, je m'arrête à penser aux choses. Ben, voyons, c'était donc pas logique de faire ça de cette façon-là. Mhm. Telle chose ne fait pas de sens du tout. C'est un peu comme la scolarité. Oui. Tu sais, primaire, secondaire, on envoie tous nos enfants faire le même programme de la même façon en même temps. Mais on est tous différents. Pour moi, c'est comme dire un coup qu'on va à l'université, on va tous étudier la même chose sur le même horaire. Mhm. Ça Mais fonctionne pas? c'est pas logique. Non. Imagine si on va à l'université tout étudier la même chose. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi on le fait pour le système primaire secondaire? Oui, Ça n'a pas d'allure. oui. Chaque enfant a des aptitudes différentes, puis il faut trouver l'aptitude, la force de notre enfant, puis adapter notre éducation en conséquence. Mhm. Mais moi, je ne m'étais jamais posé ces questions-là. Je Mhm. faisais ça parce que c'est comme C'est ça comme qu'on ça qu'on faisait fait. les choses. Oui. Donc, de se poser ces questions-là, ça nous remet en question, ça nous fait dire, OK, je pense que le système est à refaire là, à la base. Tu sais. Mhm. Je trouve que ça fait de nous des humains plus conscientisés aussi, dans le fond. Tu sais. Oui, j'avais lu quelque part que le système scolaire, comme c'est maintenant, ça fonctionne bien pour peut-être 30% d'élèves. Et puis pour un autre 50%, ça fonctionne assez. C'est pas, ils vont pas comme être, ils vont pas être le plus content, ils vont pas avoir comme la meilleure expérience qu'ils peuvent, mais ça va être capable de fonctionner. Et puis pour le 20% qui reste, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, comme c'est maintenant, il n'y a pas on n'a rien qu'on peut faire pour ces enfants. Pour moi, c'est de éduquer à la maison. Et c'est pas facile Mhm. de faire ça, mais c'est nécessaire pour nous. Mais on devrait avoir des expériences différentes pour les différents enfants parce que si comme 20% ça ne fonctionne pas pour eux, c'est c'est un gros numéro. Et puis, de juste penser, oh, c'est un enfant tannant, c'est un enfant qui ne peut pas apprendre, qu'on veut juste lui faire passer le stage et puis c'est tout. Vont pas aller à l'université, pas aller au cégep pour rien. C'est, c'est pas juste pour eux. Alors, vraiment, c'est un système exactement. Tout ce que tu dis, c'est comme, oui, absolument. On doit changer le système complètement. Mais c'est vraiment pas juste. Y a-t-il une idée de qu'est-ce que ça fait sur la confiance d'un Mm, enfant, ce système-là? mhm. Tu imagines à quel point là, l'enfant doit se sentir rabaissé, perdre confiance en lui, puis ça l'affecte tout le restant de sa vie. Ça Oui. l'affecte tout son développement. Tu sais, c'est tellement dommage. Tu sais. Mm, Je me souviens récemment, la psychiatre de mon enfant me parlait d'une étude qui avait été faite sur le bonheur à l'école. mm. Elle disait les résultats étaient alarmants. Il n'y a pas de bonheur à l'école. Oui. On le sait, on investit massivement pour faire des recherches. Après ça, on publie un article, puis Oui. on met rien en place. C'est ça. On va avoir une journée de pizza au lunch et Oui, c'est beau. oui, C'est tout. c'est ça. Ça ne fait pas d'allure. On le sait que ça ne fonctionne pas. Non, on le voit, il y a énormément de. Je lisais dans c'est Le Soleil cette semaine au Québec qui a sorti un article sur
tu sais, les enfants ont pris de service à l'école, puis comment l'école à la maison est une recrudescence. Là, je me dis, bon, aujourd'hui, on a des statistiques, on a des articles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement va faire concrètement pour nos enfants? Pour mon enfant qui ne peut pas fréquenter une école, est-ce qu'ils vont me donner une subvention pour faire l'école à la maison? Non. Non. Est-ce qu'ils vont me donner une possibilité hybride que mon enfant peut faire des cours en ligne avec une partie, peut-être aller faire du gym à l'école, qui a un cours qui a peut-être moins de règles que Je mon enfant? demande, oui. Non. Est-ce qu'on va me permettre d'accéder aux services d'orthopédagogue, de tutorat de l'école? Non. Donc, pourquoi on n'offre pas un soutien différent à Mhm, ces familles-là? Puis je suis sûre que ça sera un truc facile à mettre en place, mhm. très facile à mettre en place, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie. Très Oui, rapidement, ils ont mis le système là, de hybride et d'école en ligne en place. Donc, c'est possible de le faire. Pourquoi mhm, vous n'aidez pas nos enfants? oui, Et tu sais, ça va être des acteurs de la société de demain. Ils sont oui, capables. oui, c'est ça. Ils sont capables. Voyons. Et puis, si nous, comme adultes, si nos enfants nous voient comme faire, on peut travailler en hybride. Moi, je fais comme une journée par la semaine au bureau et puis les autres à la maison. S'ils voient que nous, on peut faire ça, pourquoi ils ne peuvent pas? C'est ça, l'idée comme l'enfant, c'est pas comme une vraie personne. Ça me Mhm. fout parce que ils sont petits, mais c'est des vraies personnes. C'est des vrais Oui, humains. oui, C'est c'est des ça. petits humains Oui, en taille, mais c'est un humain complet. exactement, oui. Traitez-le comme une personne. Oui, oui. Ah. Je réalise qu'on est presque à la fin de notre temps déjà. Je sais que moi, je pourrais parler de ça pendant des heures parce que c'est toujours bien de parler avec un parent qui connaît l'expérience. Mais je vais dire à nos auditeurs que on va avoir un autre webinaire avec Madame Bianca dans le mois de mars, le 18 mars. Alors, on va publier ça. Vous pouvez l'écouter en direct ou bien on va mettre l'enregistrement sur notre site web si tu veux en savoir un petit peu plus. Et puis dans les notes de cet épisode, je vais aussi mettre des ressources pour le SEPD PDA. On est en train aussi de traduire des ressources en anglais en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français selon ce sujet. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, on essaye de vous en donner plus. Mais maintenant, je vais juste dire un gros merci à toi, Bianca. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et puis, j'ai vraiment hâte de te parler pour le webinaire aussi le mois prochain. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!